Alors, aujourd'hui, nous profitons de ce 29 avril pour commémorer un peu le, disons, 10e ou 11e anniversaire du conseil d'administration qui s'était tenu précisément le 29 avril 2011 pour consacrer la dissolution et la dévolution de la CARSEM. La CARSEM, c'est la cellule d'appui à la réinsertion des cheminots déflatés qui avait été mise en place par l'État en rapport avec la Banque mondiale dans le cadre de la privatisation de l'ex-chemin de fer, donc SNCS. Alors cette privatisation donc, était plus ou moins due à une restructuration. Cette restructuration aurait pu se faire dans le cadre d'une société nationale, tout comme dans le cadre d'une société d'un secteur parapublic ou d'économie mixte, mais le choix a été porté sur le format privatisation dans le cadre du partenariat public-privé. Alors donc, cela étant, une cellule d'appui devait être mise en place pour qu'à l'issue de la, comme conséquence de la restructuration, tous les déflatés devaient être pris en charge, donc au point de vue social. Bon, d'abord pour promouvoir un entrepreneuriat de deuxième, donc un deuxième emploi pour ces cheminots, ces ex-travailleurs. Deuxièmement, pour éviter des conséquences sociales d'une privatisation qui aurait pu créer un environnement social extrêmement tumultueux et qui aurait pu peut-être, en tout cas, entraver la privatisation. Quand bien même que nous tous, nous savons que la privatisation n'a pas donné les résultats escomptés. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque, c'était dans les prévisions d'arriver au moins à assainir le climat social par le biais d'un encadrement. Alors c'est ça la CARSEM, l'encadrement pour gérer, appuyer ceux qui ont des projets, encadrement pour appuyer ceux qui sont des demandeurs d'emploi, encadrement également pour arriver donc à éventuellement à gérer tous les problèmes sociaux qu'on pouvait donc rencontrer en cours de route. Les cas de longue maladie, les cas de décès, décès ou d'invalidité permanente pouvant donc entraver la capacité entrepreneuriale du bénéficiaire. Alors donc le schéma qui a été préconisé, ça a été un schéma bien étudié sur plusieurs mois. Et ce schéma-là portait en gros sur comment faire un montage en essayant de tirer le maximum de leçons du passé. Les leçons du passé, il y a eu le Sénégal a connu plusieurs catégories de dégagement de travailleurs, si vous voulez, de licenciement collectif. Si vous vous rappelez le cas de l'ex-ONCAD, qui finalement même avait été à nouveau donc avait à nouveau connu des dégagements. Et si on se rappelle également d'autres secteurs, il y a un secteur dans ce pays-là donc, qui ont connu ça, y compris l'éducation nationale et la fonction publique la fonction publique et l'éducation nationale en particulier. Et on se souvient des départs volontaires de 1990. Ces départs volontaires de 1990, c'était des chèques valises. On te remet ton chèque et tu t'en vas. Et à l'issue de ça, la réinsertion, tu devais faire ça toi-même. Et seul, sans aucun encadrement. Alors la CARSEM, donc, ayant tiré ses leçons par le biais d'une étude en profondeur sur donc, les questions d'emploi, d'employabilité au Sénégal, et surtout le potentiel qui pouvait graviter autour de Transrail privatisé, qui pouvait également graviter autour des autres secteurs de l'économie, pour arriver vraiment donc, à permettre à ces déflatés de retrouver un emploi. À terme, ça devait réussir sur 2 ans. Donc, le programme était prévu pour 2 ans. Le programme, donc, le choix de ce programme-là, donc, il y avait 3 scénarios. Et parmi les scénarios retenus, pour gagner un peu de temps, parmi les scénarios retenus, donc, on avait retenu donc, le scénario montage par le biais d'une association à but non lucratif. Bon.
par le biais d'une association à but non lucratif. Donc, on devait mettre en place une association à but non lucratif. Bon, et cette association-là, donc, devait encadrer l'ensemble du programme. Donc, le conseil d'administration en particulier, dégager les orientations, être quand même là pour recherche de partenaires, recherche de bailleurs également pour les financements, et enfin, contrôler également le bon déroulement du programme. Le deuxième aspect, donc, on avait commis un administrateur et une équipe dirigeante. Donc, cet administrateur-là avait été recruté par la Banque mondiale, mais payé par le programme. Ensuite, maintenant, il y avait un personnel qui devait prendre en charge, en professionnel, l'ensemble des activités concernant la déflation. Voilà à peu près une idée du cadre institutionnel. Alors, le cadre juridique, malheureusement, et on en parle rarement, le cadre juridique n'était pas tout à fait formalisé. On a privatisé, la loi est sortie donc en octobre, le 30 septembre, le 1er octobre donc 2003. Finalement, le cadre juridique, l'encadrement du moyen n'a commencé qu'à partir de la loi, je crois c'est 34, en tout cas 04, je crois, 04 de janvier 2014. Donc 7 mois après ou 8 mois après, donc le cadre juridique a été mis en place à partir de cette loi. Et comme vous pouvez le constater, donc le suivi effectivement a fait défaut. Alors, dans les règles de l'art également, le programme devait être mis en place dans ce schéma-là. Et la mise en place devait précéder le dégagement des travailleurs. Alors malheureusement donc, les travailleurs ont été licenciés. L'institution n'a été créée, CARSEM n'a été créée, n'a été mise en place réellement et rendue fonctionnelle que 2 ans après. En ce moment-là, donc, la contribution, la quote-part de contribution des déflatés pratiquement avait cessé d'avoir une capacité honorable. Bon, deuxièmement, certains même avaient bousillé leur argent. Troisièmement, il n'y avait aucun encadrement sur le chemin de l'entrepreneuriat, aucun encadrement sur le chemin de la recherche d'emploi et enfin, aucun encadrement sur le chemin de qu'est-ce qu'il faut faire comme activité pour arriver à se nourrir à partir de l'argent au lieu de le laisser à la banque et de le consommer au mois le mois. Donc, cet encadrement-là a fait défaut. Voilà donc la CARSEM, donc, qui est partie en chapeau de roue 2 ans après et avec donc une grande infirmité, beaucoup d'insuffisances qui donc ont plus ou moins péjoré en tout cas péjorer le programme, nonobstant les autres difficultés. Les autres difficultés, l'économie du Sénégal, nous tous nous savons qu'il y a beaucoup d'instabilité et aucun secteur, même les secteurs qui avaient à l'époque été considérés comme des grappes de compétitivité, avec, je crois, à l'époque c'était la stratégie de croissance accélérée, je crois bien. Bon, donc tout ce qui était prévu à l'époque, bon, malheureusement donc, la plupart, donc, ce sont des secteurs qui, au fur et à mesure, ont dégringolé. Il y a les nouvelles technologies, par exemple. Il y avait également le secteur du bâtiment. Il y avait le secteur agricole. Il y avait le secteur du tourisme. Donc, la plupart de ces secteurs n'ont pas pratiquement évolué comme ça se devait. Alors, de sorte que, donc, ça faisait partie des contraintes qu'en cours de route, nous avons constaté avec la CARSEM. Bon. Maintenant, bon, après ce que j'allais dire, donc j'ai agi au début en tant que bénéficiaire du programme. J'étais déflaté comme les autres. J'ai agi également en tant qu'ancien secrétaire général du syndicat de cadres et en tant qu'ancien président de l'association des fonctionnaires. Les fonctionnaires ont tous été dégagés et donc on s'est retrouvé à 306 fonctionnaires dans la rue sans préavis, sans même s'entendre avec la direction pour voir dans quelles conditions on devait quitter le chemin de fer. À titre d'exemple, moi j'ai travaillé jusqu'à 10 heures alors que la veille, on nous a déjà licenciés à 22 heures. Le lendemain, j'ai travaillé jusqu'à 10 heures. On m'a tiré de mon bureau en me disant, mais où est-ce que tu es? Les gens
sont là, bon, etc. On a été licencié. Alors, pour revenir donc au programme, voilà comment le programme donc s'est développé. Et ça n'a pas beaucoup étonné quand ça a fait échec. Mais c'était intéressant. Parce que c'était intéressant, au début, le programme devait démarrer avec 540 millions. Et finalement, on a pu consommer les lignes de crédit qui ont été octroyées par la Banque mondiale à hauteur de 350 millions. Bon, le reste, on ne sait pas comment, qu'est-ce que c'est devenu. Mais de toute façon, officiellement, on a consommé les 350 millions. Et dans les 350 millions, il n'y avait pas de fonds de garantie pour les projets, pour soutenir les projets. Il n'y avait pas de fonds pour appuyer les chercheurs d'emploi, parce que là, ce sont des emplois d'adultes. Deuxièmement, ce sont des emplois où aussi la plupart, les 80%, étaient des semi-analphabètes. Et maintenant, enfin, c'était donc une population qui avait dépassé la tranche d'âge de 40 ans. Bon. Mais quand même, 40 ans, tu perds ton emploi, tu vas te retrouver jusqu'à 15 ans plus tard, ou je crois 25 ans, pour pouvoir percevoir ta retraite. Il y a des gens, je crois, c'est cette année même, ils ont perçu leur retraite donc de 55 ans. Alors, ou 60 ans. Alors, donc voilà donc les composantes, les différents aspects du programme. Maintenant, les composantes, il y avait, comme j'ai dit, une composante réemploi, une composante entrepreneuriat et une composante, maintenant, promouvoir l'entrepreneuriat social au sein de la CARSEM pour pouvoir même recruter, donc être source d'emploi, de réemploi d'anciens, comment on le dit, d'anciens travailleurs, donc de déflatés. Alors, maintenant, nous avons travaillé sur 2 ans et à la fin des 2 ans, déjà, la Banque mondiale s'est retirée. La cellule du portefeuille de l'État, CELCOP PST2, parce que c'était le plan sectoriel de transport numéro 2, qui avait donc, comment dirais-je, engagé le chemin de fer dans la privatisation. On va y revenir un peu dans la relance. Donc le PST, qui n'a même pas été suivi dans le cadre donc, des activités ferroviaires privatisées. Bon, nous aussi, au niveau de la CARSEM, ça devait servir de boussole pour au moins réussir, comment dirais-je, la privatisation, appuyer les possibilités qui s'offraient au niveau de Transrail et des autres chemins de fer, parce qu'il y avait Transrail, il y avait le petit train bleu qui était complètement séparé de Transrail. Il y avait également la CIFIX qui avait des activités ferroviaires, donc rattachées aux ICS. Ils n'ont pas de voie ferrée, mais ils ont des trains à tracter pour transporter leur tonnage en direction du port ou bien des tonnages du port à cette entreprise ICS. Alors donc, ce potentiel-là qui pouvait absorber beaucoup de travailleurs n'a pas été géré officiellement. Donc, et finalement, c'était un tâtonnement, la bonne volonté des administrateurs de la CARSEM et aussi la bonne volonté de certaines personnes qui usaient de relations pour pouvoir retrouver un emploi quelconque. Et des emplois souvent difficiles, la précarité était là. On a un emploi à Dakar, on peut te payer juste 40 000 ou 50 000, vous voyez ce que ça peut constituer. Certains même ont pu se regrouper à Dakar pour habiter à Rufisque, se regrouper pour habiter ensemble et manger ensemble, mais ça n'a pas marché. Bon, à l'époque, on avait fait une requête, bon, moi personnellement donc, en m'appuyant un peu sur le groupe des moins âgés et des porteurs de projets, on avait fait une requête pour qu'on puisse trouver au moins un appui financier pour que ces gens-là au moins puissent bénéficier d'un supplément qui pourrait leur permettre au moins de survivre les 6 premiers mois en attendant, en tout cas, de prouver qu'on est capable de tenir à l'emploi et d'avoir au moins une augmentation qui pouvait être résorbée. Donc le supplément pouvait être résorbé au prorata de l'augmentation de salaire. Malheureusement, donc, ce schéma n'a pas pu être matérialisé de manière honorable. On a juste essayé, après, ça s'est arrêté. Bon. Dans ce cadre-là, on avait également mis en place donc, beaucoup de projets qu'on appelait les projets phares. Il y avait au moins une dizaine.
les 10 projets phares, l'essentiel, c'était qu'il y avait une mutuelle d'épargne et de crédit, CARCHEM, concernant les déflatés et peut-être d'autres citoyens qui souhaiteraient adhérer, donc par le biais de partenariats. Malheureusement, ce partenariat-là n'a pas marché. On n'avait que des ex-travailleurs, CARCHEM, ex-travailleurs chemin de fer. Alors, l'autre projet phare, c'était le Grand Institut de formation de technologie générale et ferroviaire. C'était un moyen de promouvoir, la promotion humaine au sein des sociétés privatisées, et essentiellement les compétences pour arriver donc à gérer la nouvelle société privée qui avait obligation de résultats. Alors là aussi, le projet a été bien déroulé, a été bien étudié. Et si vous voulez, l'avant-projet, on devait arriver en phase d'études finales, d'études de faisabilité finale, mais les études de factibilité avaient été bien faites. C'était une première tranche de 640 millions, une deuxième tranche de, je crois, 700 à 800 millions comme deuxième tranche. À l'échelon africain, donc, on devait appuyer l'ensemble des chemins de fer et pour arriver à trouver, les moyens donc d'appuyer les chemins de fer. C'était également la possibilité de promouvoir une expertise en notre sein, même si certains étaient déjà experts. Moi, j'étais déjà, consultant à la Fédération des consultants africains, comme, expert en technologie générale et ferroviaire, en technologie ferroviaire et logistique, transport. Et donc, on aurait pu, à l'époque, promouvoir donc une expertise qui pouvait appuyer, renforcer la dynamique de l'Union africaine des chemins de fer, qui était, je ne peux pas dire en dépétition, mais il y avait un vieillissement des principaux acteurs, et donc il fallait assurer une bonne relève. Bon, donc malheureusement, c'était toute une chaîne d'activités qui aurait pu profiter aux déflatés d'abord, profiter également aux communautés concernées, donc l'ensemble des pays africains, ou en tout cas les pays africains d'expression francophone. Et étant entendu que l'UAC était notre principal parrain, l'Union africaine des chemins de fer était donc un membre d'honneur dans ce dispositif-là. Donc finalement, on n'a pas eu les résultats escomptés pour beaucoup de raisons. D'abord, des questions conflictuelles. Est-ce que tel n'est pas bénéficiaire, il est membre fondateur, est-ce qu'il peut prétendre à ceci ou cela? Les Maliens, oui, mais nous, nangam. Bon, donc je crois que je n'ai pas entré dans les détails. Il y a eu beaucoup d'incompréhension entre les différents acteurs. Voilà. Voilà, ce qui reste de cette CARCHEM, donc c'est à peu près le constat qu'on a eu à faire avec ce conseil d'administration du 29 avril 2011. Il y avait un actif le total, c'était 43 millions. Parmi les 43 millions, il y avait 15 millions de fonds de garantie à la BRS, 13 millions 500 de fonds de garantie à l'UMSEC, où on avait commencé à financer des projets, mais les capacités de financement étaient très faibles, de sorte que le taux de réussite était relativement très faible même, étant entendu que le dispositif devait prévoir des accompagnements pour pouvoir recevoir de l'argent, l'investir, ou bien, si c'est un projet moribond, on relance le projet, mais tout en ayant de quoi vivre à la maison. Donc vous voyez un peu, quand quelqu'un demande 2 millions, finalement il se retrouve avec les 2 millions, il n'a même pas de quoi manger, etc. Donc voilà des mesures d'accompagnement qui étaient nécessaires. Nous, à l'époque, on avait fait une requête. C'est ça qui nous avait permis finalement, c'est beaucoup de requêtes d'ailleurs, d'arriver à avoir une subvention de 150 millions qui devait servir de fonds de financement des projets. Et à l'époque, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'argent qui doit être disponible ou qui peut servir? Où est-ce que vous en êtes exactement? Bon, actuellement, comme la structure a été dissoute,
D'abord, la CARCEM a été dissoute. Donc, avec ce conseil d'administration, on a supprimé le poste. Bon, d'abord, le poste de directeur, j'étais le poste de directeur général. On en a fait un coordinateur. J'ai exercé en qualité de coordinateur. Maintenant, avec ce conseil d'administration-là, on a fini par supprimer même le poste de coordinateur. Donc, pratiquement, c'était une coquille vide. Il n'y avait pas d'employés, il n'y avait pas de direction. Il ne restait plus qu'une association à but non lucratif qui devait voir comment travailler avec donc, les déflatés. C'était effectivement source de beaucoup de conflits et on s'est retrouvé avec énormément de conflits. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui avait fait que je ne voulais même plus parler de la CARCEM. Bon, donc en réalité, il y avait au moment où la CARCEM a été dissolue, il y avait un actif de 5 millions au niveau du crédit agricole, 8 millions au niveau de la cellule de portefeuille de l'État, donc ministère des Finances, qui était dévolu à la CARCEM, mais qui était maintenu là-bas, et on devait y puiser, ça faisait au total environ 40 à 50 millions, on devait puiser de cette somme-là au fur et à mesure, et il restait quelque chose comme les 150 millions, c'est vrai, c'était un résiduel des 150 millions, donc qui fait un montant de 8 millions. Bon, maintenant, le reste, c'était les fonds de garantie. Il fallait réévaluer l'impact de ces fonds de garantie, voir maintenant est-ce qu'il y a des impayés pour ceux qui avaient reçu des prêts, et voir maintenant quel sera le solde. C'est ça qu'on m'avait demandé de faire. Moi, je n'ai pas pu le faire. Je voulais qu'un conseil d'administration statue sur ça et que le procès-verbal soit envoyé d'abord aux autorités et en particulier au ministère des Transports et à la primature également, la primature qui nous avait parrainé, parrainé pour relancer le programme sur la base de 700 millions. 200 millions, c'est le fameux CDD, je crois que certains d'entre vous étaient là-bas. Donc c'était un forum pour l'emploi, à peu près employabilité, quelque chose comme ça. Ce forum, bon, je ne veux pas trop me fixer sur le document, mais il y a un terme clé qui est là. Alors donc, on devait en principe montrer qu'il y a des entrepreneurs. Deuxièmement, réaffirmer notre volonté de devenir des entrepreneurs, relancer nos projets qui étaient moribonds, et enfin, essayer d'identifier un peu les montants nécessaires, donc les besoins de financement, et parmi ces besoins de financement, les différentes catégories de besoins, et enfin, évaluer également les aspects sociaux. Ce n'était pas tout ce programme-là, ce qui vous a été remis, mais une partie qui concerne les déflatés. Il fallait voir comment appuyer les veuves et orphelins et comment... Aujourd'hui, on a vu qu'il y a une nouvelle société qui est là. C'est vrai que vous êtes ancien cheminot. C'est la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. Aujourd'hui, on parle de Société nationale des chemins de fer. Vous avez votre expertise dans le travail des chemins de fer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette société ou bien même de l'État? Peut-être votre expertise. Oui, bon, permettez-moi 2 secondes donc, pour clôturer le chapitre sur la CARCEM. Donc, la CARCEM est là. Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose là-bas parce que la dissolution a été prononcée, la dévolution des biens a été prononcée. Qu'est-ce qui reste? Moi, depuis que je ne suis plus administrateur, vraiment, je ne me suis pas occupé de la CARCEM. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Mais en principe, je me pose la question s'il y a, en tout cas, matériel, il n'y a plus rien. Même les locaux ont été réaffectés à l'ex-SNCS, donc au liquidateur de l'ex-SNCS. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a plus rien là-bas comme matériel, comme actif et comme expérience capitalisée. Parce qu'il y avait des machines, il y avait tout, un mobilier. Oui, le dossier s'est retrouvé au tribunal parce qu'il fallait que je résilie les fonds de garantie à hauteur donc de 28 800 000, récupérer les 5 millions, récupérer les 8 millions, donc ça faisait faire à peu près 43 millions. Bon, il me fallait un procès verbal de
comment on l'appelle, donc il fallait qu'un conseil d'administration statue sur la dissolution ou au moins la réaffectation ou la recapitalisation des fonds de garantie et maintenant de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas eu de conseil d'administration tenu en l'espèce. Le conseil d'administration qui a été tenu et que j'avais convoqué moi-même, c'était donc sur la base donc, du bilan qui a été fait donc, du 16 novembre 2010 au 26 avril 2011. Et ça, le ministère en avait été, a eu une copie de ça, ampliataire donc, a eu une copie de ça. Et à l'époque, il fallait donc, à l'issue de ça, maintenant, refaire un autre conseil d'administration avec ordre du jour, dissolution ou dévolution de la CARSEM, ou dissolution et dévolution de la CARSEM. Et là maintenant, j'aurais pris à l'époque la tâche du ministère pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu, quelles sont les recommandations. Parce que les fonds ne sont pas des fonds perdus, comme certains le pensent. L'adage populaire dit que ces structures-là, programmes, ONG, ce sont des fonds perdus, mais il n'existe pas de fonds perdus. Ce sont des fonds d'utilité publique. Donc des fonds qu'on doit considérer comme des fonds publics appartenant à l'État ou alors en tout cas sous le contrôle de l'État. Et aucune personne ne doit se permettre de l'aliéner sans être vraiment donc l'objet de poursuite. Voilà pourquoi donc j'ai demandé à ce qu'il y ait un conseil d'administration. Donc ça c'était le fameux conseil du 29 avril 2011. Donc il fallait un autre conseil pour prononcer ça. Il n'y a jamais eu d'autre conseil, il n'y a jamais eu d'autre administration parce que donc ils m'ont licencié. Alors donc il fallait que donc l'association elle-même fasse le reste du travail. Et effectivement, ça a été l'objet donc de poursuites au tribunal. Poursuite parce que il fallait que ces documents-là, bon, il y a des documents de fond, des documents de base, il y a les fonds de garantie, donc il voulait s'en approprier. En présence d'un huissier, j'ai demandé à ce que le président du conseil d'administration lui-même prenne, que je lui remette donc les documents de fonds de garantie et tous les autres documents administratifs. Lui, il a refusé, il a dit qu'il ne prend pas. Il a commis quelqu'un qui n'était pas de la structure, que j'avais déjà licencié, parce que moi-même j'ai été licencié, donc lui, de fait, il est licencié, mais auparavant, je les avais déjà licenciés. Donc ce dernier, je lui ai dit que moi, je ne remettrai pas à quelqu'un, et devant un huissier, donc, il a dit qu'il ne peut pas prendre. Alors, il y a un dossier qui est allé au tribunal, une requête donc, l'aide de rappel, demande de règlement de préalable et d'adoption de procédures appropriées concernant donc la remise des documents administratifs et des fonds de garantie. Bon, ça a fait l'objet de plaintes, mais le tribunal les a déboutés par rapport à ça. Bon, ils ont fait un appel, et cet appel-là également, ils ont été déboutés. Finalement, je suis revenu à l'attaque comme étant un bénéficiaire qui n'a jamais bénéficié de quoi que ce soit de la CARSEM. Je suis encore réattaqué parce qu'il fallait donc, comment dirais-je, un dossier concernant le salaire résiduel qu'on me devait, qui n'a pas été payé, etc., etc. Bon, comme j'ai dit, je ne veux pas trop m'appesantir sur la CARSEM. C'est plein d'erreurs, d'incompréhension, peut-être de manque de suivi de l'État, parce que pendant 2 ans, j'ai suivi, je suis allé au niveau de beaucoup d'instances de tribunaux, je ne veux pas citer ces instances-là, pour arriver au moins à avoir un arbitrage avec quelqu'un, un juge, un avocat général, etc., pour arriver à trouver une solution. Je n'ai pas pu. Au commissariat central de Dakar, etc., je suis allé partout. C'est certains députés que je connais, certains ministres que je connais, pour avoir un arbitrage au moins qui puisse me couvrir du moins par rapport à ces documents-là. Donc voilà le fameux problème. Et eu égard quand même à des personnes âgées, je ne peux pas aller dans les détails, mais il y a eu quand même beaucoup d'erreurs de la part de beaucoup de gens. Néanmoins, avant de clore ce chapitre, je loue la bonne volonté de tout le monde, parce que chacun a essayé au moins, ne serait-ce qu'au début, de vouloir réussir cette œuvre-là concernant la CARSEM.